Adieu cette équipe. J'espère pour vous que ça va bien, que l'été se passe au mieux. Une petite vidéo de présentation de l'équipe que je vais jouer cette saison dans la Ligue Dredans le Pentu. Donc du coup, voici venu Los Gigantes, roster ogre comme vous le voyez. Donc il s'agit de figurines Games Workshop. À part, ce sont les ogres dans la version Blood Bowl 2020. Et puis du coup, il y a juste mon Punter, qui lui, du coup, est une toute autre figurine que j'ai gagnée lors d'un tournoi. Et puis du coup, une équipe aux couleurs des Green Bay Packers, magnifiquement peinte par Chrome Painting Service. Donc je pense que certains connaissent déjà au sein de la communauté Blood Ballistique. Pour ceux qui connaissent pas, bien sûr, toutes les informations seront dans la description de la vidéo. Donc petite admiration du travail de l'artiste quand même. Donc à savoir que je lui ai imposé le schéma de couleur. Donc là-dessus, il a bien tout respecté. Il a bien respecté le schéma de couleur. Et puis, au niveau des choix de couleurs, c'est une chose. Et j'avais aussi demandé que ce soit du cel shading au niveau de la peinture. Donc le cel shading, c'est quoi? Le cel shading, voilà, c'est cette histoire un petit peu comique. Voilà, ça a rendu un petit peu cartoon, comics. Et du coup, moi j'aime bien le délire et ça rend grave bien. Donc voilà, le bébé là qui tient le petit, qui risque à un moment ou à un autre de prendre ou pas. Voilà, donc niveau schéma de peinture, pour ceux qui sont en manque d'inspiration, c'est clair qu'au niveau des sports collectifs type NFL, football, rugby et tout ce que vous voulez, il y a du choix. Et du coup, c'est pas mal pour ceux qui sont comme moi, des fois un peu en manque d'inspiration. Avant de commencer cette vidéo, petit disclaimer. Nous sommes à ce jour en août 2023. Nous parlons donc aujourd'hui des règles actuelles suite à la FAQ de mai 2023. Donc, suivant le moment où vous visionnez cette introduction au roster Ogre, il y a de très fortes chances que le stagiaire de Games Workshop et probablement modifier certains points de règle. Étant dit, il est temps de parler un peu de cette équipe. À présent, parlons un peu plus du roster en lui-même. Il s'agit donc d'un roster qui mélange des énormes ogres avec une force de frappe destructrice, avec de petits gnoblards qui se faufilent partout. C'est un roster très atypique, compliqué à manœuvrer, dont beaucoup parlent, beaucoup fantasment, mais que peu jouent. Moi, par exemple. Et clairement, je pense vraiment pas savoir comment les jouer. Donc j'ai donc effectué quelques recherches, relu différents points de règle les concernant ce jour. On va donc prendre le temps pour en faire le tour et voir à apprendre certaines choses ou à en clarifier d'autres. Bien entendu, si j'oublie des informations ou que vous avez des interrogations à l'issue du visionnage, ne pas hésiter à vous manifester dans les commentaires. Il y a 3 types de positionnels différents dans le roster. L'ogre Punter, himself, voilà, facile à repérer chez moi. Les ogres habituels, standards, et les gnoblards. Les petits, facile à repérer. Du coup, on va commencer par discuter un peu des gnoblards. Donc, d'adorables micros-êtres au profil atypique. Il est possible d'en recruter jusqu'à 16. Moi, j'en ai 2, 4, 6, 8, 10, 11. J'en ai 11 à disposition. Voilà, mais donc ça, voilà. Dans l'équipe, c'est du coup ceux qu'on peut recruter jusqu'à 16. Donc, ce qui signifie que donc, en cas de besoin de joueurs journaliers, ce seront eux qui renforceront les rangs de l'équipe. C'est-à-dire que si à un moment ou un autre, vous n'avez pas 11 joueurs pour aligner dans votre équipe en début de match, parce qu'il vous manque des joueurs, des ogres ou autres, du coup, c'est les gnoblards qui prendront la place pour compléter les rangs. Concernant leur profil de joueur,
ça envoie pas vraiment du gros. Hein. 5 de mouvement, ce qui est en dessous de la moyenne. 1 en force, ce qui est vraiment très peu. Hein. On n'a pas l'habitude d'avoir des joueurs à 1 en force quand même dans ce jeu. Une agilité de 3+, jusque là, donc ça c'est cool. 5+ en capacité de passe, c'est pas folichon. Et une incroyable armure de 6+. Ouf, ça pique. Ouais, vous l'aurez bien compris, hein, elles sont faibles et fragiles. Bon, en même temps, il ne coûte que 15 000 pièces d'or à recruter. Genre, il y en a 11 là en l'occurrence, il y en a pour 165 000 pièces d'or. Voilà. Du coup, 165 000 pièces d'or, t'as un big guy ailleurs, t'as 2 positionnels, grand max. Voilà, t'as 11 joueurs à 165 000 pièces d'or, quoi. Et ils ont quelques compétences qui leur apportent des options de jeu toutes particulières. Esquive, poids plume, minus, glissade contrôlée, microbe. Tout ça. Esquive permet de relancer les jets d'esquive et de ne pas être plaqué sur un stade de pot dodge si l'adversaire n'a pas tacle, bien sûr. Poids plume. Poids plume, ça permet d'être lancé par des partenaires ayant des compétences comme lancer ou botter un coéquipier, mais nous en reparlerons plus tard. Hein. Mais comme vous avez bien vu tout à l'heure, hein, je crois que lui, voilà, il a quand même un petit gnobard à la main. On en reparle tout à l'heure. Minus, ça permet d'ignorer les modificateurs liés au marquage quand il esquive. En contrepartie, un adversaire tentant d'interférer avec la passe d'un minus reçoit un bonus de +1 à son test d'agilité. Et les tests de blessure se font sur une table dédiée. Ouais, les minus ont une autre table pour les blessures. C'est vachement bien avec une armure à 16+. Glissade contrôlée, ça permet de choisir la case dans laquelle notre joueur est repoussé. D'accord ? Si jamais il se fait pousser, c'est nous qui choisissons où est-ce qu'il va. Bien entendu, cette case doit être inoccupée. Si aucune case n'est disponible, la compétence est inefficace et le bloqueur repousse selon les règles habituelles. Et pour finir, le trait de microbe. Ce trait tout particulier donne un bonus de +1 au jet d'esquive, ce qui offre donc la capacité d'esquiver sur un 2+ avec un gnoblard, et ce quel que soit le nombre de zones de tacle adverse, dans la mesure où il n'y a pas de malus type que préhensible par exemple. En contrepartie, il n'applique pas le -1 de marquage sur les adversaires entrant dans sa zone de tacle lors d'une esquive, mais il y a bel et bien une zone de tacle. Donc, petite mise en situation. Donc le 3/4 humain, il court. Donc, 1, 2, là il a une esquive à faire, d'accord, parce qu'il quitte une zone de tacle. Ça reste, non, une esquive, donc normal 3+. Par contre, le 3/4 humain, donc ici il vient là, c'est une esquive 3+, mais s'il vient là, c'est également une esquive 3+. Parce que il donne pas de malus, il donne juste des zones de tacle, il donne juste la présence d'une zone de tacle, mais il donne pas le malus de -1. Si l'humain il vient là, ça lui fait également une esquive à 3+, parce que c'est que des zones de gnoblard. Et par contre, s'il veut venir ici, là, d'un coup d'un seul, il y a une zone de tacle d'un ogre. Du coup, là, le 3+ de base, il vient avec un malus de -1, 4+. Eux font juste la présence de zone de tacle, mais ne donnent pas de malus. Lui, tous les ogres, eux, donnent des malus sur les zones de tacle. Donc là, 4+, là, 3+, 3+, 4+, parce que c'est un 3/4 humain, bien sûr. Autre subtilité du roster, les gnoblards sont des linemen à vil prix. Ce qui signifie que leur valeur d'achat n'entre pas en compte dans la valeur actuelle d'équipe. La valeur des compétences qu'ils vont acquérir au cours de la saison entre bien dans le calcul, hein, mais pas leur valeur d'achat. C'est-à-dire qu'un gnoblard à 15 000 dans ta feuille d'équipe, eh ben, il coûte 0. Par contre, s'il a une compétence, on va dire une compétence aléatoire d'agilité, hein, comme il a droit de base, qui ne coûte que 10 000 pour lui, et du coup, là, il a une valeur de 10 000 dans la valeur d'équipe. En même temps, hein, force 1,
Armure 6+, c'est de la chair à canon gratuite pour les points d'expérience de mes futurs adversaires. Du coup gratuit dans la valeur d'équipe, c'est pas mal. Ceci étant dit, parlons d'une toute autre facette du roster, les ogres. Il est donc possible d'en recruter jusqu'à 5 pour la modique somme de 140 000 pièces d'or chacun. Tout comme les gnoblards, ça se déplace de 5 cases. Par contre, eux sont dotés d'une force de 5. Ils ont une agilité de 4+, une capacité de passe elle à 5+, qui est ce qu'elle est, hein, mais il y a une subtilité que l'on va aborder juste après. Et enfin une armure de 10+, parce que bon bah la peau d'un ogre c'est du costaud. Côté compétences, eux aussi en ont une chier. Donc cerf-volant, châtaigne, crâne épais, lancer de coéquipier. Cerf-volant, c'est un négatrait hein, lors de chaque activation. Qu'il s'agisse de courir, bloquer ou autre, hein, le joueur nécessite de réussir un jet de 2+ sur le D6 pour s'exécuter. Hein. Sur un as, eh ben, les connexions neuronales, voilà, c'est pas fou, ça se fait pas, ça fonctionne pas. Et puis bah du coup, notre ogre, hyper saison de tacle. Connu ça avec le troll la saison dernière. Voilà, 5 ogres. Lorsqu'on rate le jet de cerf-volant, l'ogre en question il perd ses zones de tacle, ce qui veut dire qu'il perd également ses compétences. Il aura la compétence garde qu'elle ne serait plus active, il aurait blocage, que ça n'existerait plus sur lui effectivement. Voilà, dès qu'on perd ses zones de tacle, on devient un joueur juste avec notre force et notre armure. Et tout le reste, ça n'existe plus. Ce qui veut dire qu'en cas de blitz, et qu'on a fait un 1 sur le jet d'activation, le blitz, il est perdu. Voilà, ça va bien animer encore nos matchs, surtout avec 5 ogres sur le terrain. La compétence châtaigne, +1 dans leur cas, permet de rajouter 1 au résultat de l'armure ou de la blessure en fonction de la situation, lorsque le blocage est réussi. Crâne épais, c'est une compétence qui permet de ne pas être mis KO sur un résultat de 8+ à la blessure, ce qui théoriquement permet de garder ses joueurs plus longtemps sur le terrain. Voilà. Enfin, le lancer de coéquipier qui permet de lancer un coéquipier qui est poids plume, et ça tombe bien, les gnoblards entrent dans cette catégorie. Donc, le lancer de coéquipier, comment ça marche? Eh ben, une fois par tour, en lieu et place de l'action de passe, il est possible de lancer un partenaire. On peut lancer bien sûr un partenaire debout, mais aussi bien un partenaire qui est à terre ou voire même qui est carrément sonné. Ça ne dérange absolument pas. Notre lanceur, bien sûr, se positionne à côté de son partenaire qui fera office de projectile et vise une case. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, ça a l'air bien pour viser. On ne peut pas porter un gnoblard sous le bras pour aller le placer plus loin. Ça, c'est pas possible. Annonce de la case de destination, même sur une case occupée, avec comme limite passe courte ou éclair. Pour ceux qui ont des représentations, voilà. On peut pas faire de longue ou de bombe. Ça, c'est pas possible. Rapide ou courte. L'ogre lanceur termine son mouvement au moment du lancer, bien sûr. Attention, le lancer ne sera, quoi qu'il arrive, jamais réussi. Ouais, vous avez bien entendu. Un lancer de coéquipier n'est jamais parfait. Il peut être superbe, mais pas parfait. Vous notez la différence? On mesure depuis le lanceur la case de destination, puis on lance le D6. Sur le D6, c'est un fumble, et donc le gnoblard se disperse d'un D8 autour du lanceur. Sinon, on prend la capacité de passe de l'ogre, 5+ pour rappel, et en fonction des malus dus à la longueur de la passe, de la météo, des zones de tacle adverses, des présences perturbantes, tout ce que vous voulez, et on fait ces petits calculs avec le résultat affiché par notre D6. Donc si je veux le lancer là, je lance mon dé, 3, pardon, ok. Du coup, 5+ à sa passe, elle part. La passe est ratée, elle part quand même, le gnoblard part. Et depuis ici, 3 dispersions avant de connaître la case finale de destination de mon partenaire.
À noter que les joueurs adverses ne peuvent bien sûr pas tenter d'interférer ce lancer. Si le jet est réussi, imaginons que j'ai fait mon petit 5 ou voire mon petit 6. Là en l'occurrence il fallait que je fasse 6. Si j'ai fait mon 6, eh ben, il dévie quand même de 3 cases. Car le lancer est malgré tout considéré comme raté. Votre Gnoblar évitera un malus d'atterrissage. Donc si on arrive à un résultat de 1 ou de moins, c'est une passe méchamment précise, donc dispersion d'un D8 autour du lanceur avec une distance d'un D6. Bref, là c'est la surprise, sexy chocolat. Si on l'a pas, c'est considéré comme raté. Dans le cas le plus simple où il n'y a strictement aucun malus, un lancer d'une distance rapide est effectué sur un 2+, et une courte sur 3+. Et notre Gnoblar atterrira sur 4+. 3+ dans le cas où le jet il est superbe. Du coup, allez, petite mise en situation les copains. Donc, si la case est libre à l'atterrissage après dispersion, d'accord, et que notre Gnoblar était debout lorsque l'ogre l'a lancé, et bien sûr que notre Gnoblar est en possession de ses zones de tacle. On est bien d'accord? Bah oui, parce que parfois... il peut être hypnotisé ou une autre crasse comme ça dans le jeu, quoi. Donc, si notre Gnoblar a toute sa tête, il peut tenter d'effectuer un jet d'agilité pour se réceptionner sur ses petites jambes. Si le lancer était superbe, il n'a pas de malus dû au lancer. Sinon, il y aura un malus de +1 à son jet d'agilité. De plus, s'il y a des zones de tacle adverses, on ne sait jamais s'il atterrit là par exemple, on rajoute 1 par zone de tacle à la difficulté. Et si le lancer était méchamment imprécis, d'accord, que si je fais un 2 sur une passe courte, ce qui me fait du coup un résultat de après avec le malus de 1 de la longueur, du coup je suis à 1 ou moins, donc D6, D8 autour du lanceur, alors là c'est carrément un malus de +2 qui vient se greffer. Et si on a fait un fumble, là aussi, +1 pour le jet d'agilité. Bien entendu, on peut cumuler tous les malus. Sinon ça serait pas drôle. Mais rappelez-vous qu'à Blood Bowl, voilà, un 6 est si vite arrivé. Et que 6 est toujours une réussite. Si le jet est réussi, notre poids plume atterrit sur ses jambes. Et s'il n'a pas encore joué ce tour, il peut en plus le faire. Esquive 2+. Voilà, ramassage en zone, 4+. Bien sûr, si le jet d'atterrissage est raté, c'est un jet d'armure. Si l'armure passe, c'est le jet de blessure. S'il n'y a pas de blessure, et c'est juste le jet d'armure et que l'armure n'est pas passée, notre joueur, ça n'empêche pas de se relever, s'il n'a pas encore été activé. Du coup, avec ses 5 de mouvement, il en reste plus que 2. À présent, dans le cas de figure où la case finale d'atterrissage après dispersion est occupée par un joueur. Ami ou ennemi, c'est pareil, ça ne changera rien, mais imaginons qu'elle soit occupée. Lui là, ami ou ennemi, il est plaqué. On lui fera un jet d'armure. Et la blessure si ça passe. Si jamais on tombe sur un joueur qui est déjà à terre, on lui remet un petit jet d'armure, comme ça là, pour le plaisir. Parce qu'on aime ça. Et puis, suite à ça, notre Gnoblar, il disperse. Mais si après cette dispersion, la case d'initiation, elle est occupée, on répète le processus. On peut vraiment en plaquer la moitié d'une équipe. Amis ou ennemis. Tous pareil. On peut tous les plaquer. Après toutes ces péripéties, notre Gnoblar, une fois qu'il finira dans une case libre, il pourra s'écraser à son tour. Si on arrive sur une case occupée, à la fin de la dispersion, après avoir mis des jets d'armure à tout le monde au passage, on aime ça, c'est un autre tour d'en subir. Maintenant, si jamais notre Gnoblar finit en dehors des limites, que ce soit suite à la passe, le fumble ou ce qu'on veut, je vous laisse imaginer que le public se fera un plaisir de jeter sur lui. Enfin, si au moment du lancer, notre Gnoblar n'avait pas ses zones de tacle, par exemple parce qu'il n'était pas sur ses jambes, il ne peut absolument pas tenter de se réceptionner. Donc il y aura la dispersion,
Et puis après dispersion, il rebondira encore d'un D8 et du coup il arrivera automatiquement plaqué, le petit jet d'armure qui va bien. Si après ça, il est toujours pas sonné, il peut quand même se relever 3, 4, 5. Voilà. Maintenant que ceci a été dit, et que vous n'avez pas votre cerveau totalement déconnecté, si notre joueur lancé n'était pas en possession du ballon et qu'il se croûte à l'arrivée, même s'il finit mort, il n'y a pas de turnover. Sauf si je plaque un autre de mes propres joueurs de mon équipe. Là, il y a turnover. Mais sinon, il faut qu'il ait le ballon pour qu'il y ait turnover ou qu'il tombe sur un de mes partenaires. Sinon, je peux défoncer l'équipe adverse, je peux mourir au passage, il n'y a pas de turnover. Ok, finalement, parlons du punter. Alors, on peut en recruter qu'un seul dans l'équipe. Pas cher, 145 000 pièces d'or. C'est aussi un ogre, mais légèrement différent. Comme ses potes, il court à 5, 5 en force, agilité 4+, armure 10+. La différence, c'est que lui, il a une capacité de passe de 4+, contrairement aux 5+ des autres. On a un lanceur quoi, un vrai. Bien entendu, il aura sa chier de compétences, comme les autres, cerf-volant, châtaigne, toujours +1. Crâne épais et beauté de coéquipier. Bref, comme les autres, ou presque. Ouais, quoi dans son cas, non, lui, il n'a pas lancé de coéquipier, mais un beauté de coéquipier. Vous sentez la différence? Oui, non, oui? Bon, allez, je vous explique. C'est une action spéciale qui n'est valable, elle aussi, que sur les joueurs dotés de poids plume. Et cette action, elle peut être effectuée en plus d'une action de passe, et également en plus d'une action de lancer de coéquipier. Le lancer de coéquipier, c'est à la place d'une passe. Le beauté, lui, c'est en plus. Donc, il s'effectue de la même façon qu'un lancer, sauf qu'il doit se faire absolument sur un joueur debout, exclusivement. Ouais, l'idée, c'est botter un coéquipier dans l'arrière-train, quoi. Donc avec sa capacité de passe de 4+, le beauté éclair, lui, on le réussit sur 4+. Le beauté court, lui, se réussit sur 5+ ou 6. En cas de fumble, lors d'un beauté de coéquipier, fumble, on est bien d'accord, c'est le 1 sec sur le D6. Lui là, le joueur qui se fait beauté, il est directement retiré du jeu. Ouais, directement. Out. Un jet de blessure, immédiatement, qu'aura lieu. Là, on passe même pas par l'armure, directement blessure. Comme si on était directement en public. Avec châtaigne, tant qu'à faire. Parce que je vous rappelle que c'est un punter. Punter ogre qui a châtaigne +1. Du coup, vu qu'il est arrivé pour lui mettre son petit coup de pied au derrière, c'est qu'il est à ses zones de tacle. Donc, du coup, ses compétences sont actives, vu que c'est notre tour. Donc, du coup, on lui fait la blessure avec la châtaigne. Et tant qu'à faire, même un résultat sonné, le gnoblard, il est dans la fausse KO. Ouais. Quand on aime, on compte pas. Voilà, minimum, il est KO. On peut pas faire moins. Ça va être fun tout ça, dis donc. On va en lancer des dés. Si toi aussi tu aimes l'aléatoire, joue des ogres. Un roster qui mixe donc des joueurs de force 5 et d'autres de force 1, des joueurs avec des armures de 10+, crâne épais, et des autres 6+, minus. Voilà. Des joueurs susceptibles de sucer leur pouce, d'autres de voler, voire de servir de projectiles pour ouvrir une défense adverse. Ouais, ça aussi c'est une stratégie de jeu. À toute cette joyeuse troupe, il est possible de recruter, en plus des habituels staff, assistants, pom-pom, apothicaires, les relances. Les relances pour l'équipe, c'est 70 000 pièces d'or. Et pour finir cette présentation, il faut aborder le sujet des règles spéciales. Comment ça, des règles spéciales? C'était pas assez spécial jusque-là? Si je vous dis bagarre des terres arides, lineman à vil prix, classique du vieux monde, ça vous parle? Ça rentre dans le cadre des coups de pouce. Lineman à vil prix, on en a parlé un peu plus tôt, c'est ne pas compter le coup de nos gnoblards dans la valeur d'équipe. Mais pas que. Le coup de pouce débutant déchaîné leur est accessible. C'est spécifique au lineman à vil prix. Ça donne un bonus de 2d3 plus 1 gnoblard journalier, gratuit, enrôlé pour le match, et ce, même pour aller au-delà des 16 sur la feuille d'équipe.
Bagarre des terres arides et classiques du vieux monde, alors ça c'est plus les ogres en eux-mêmes. Et du coup ça permet un choix parmi les champions ou divers coups de pouce. Je ne vais pas vous faire une liste exhaustive maintenant, il y a de quoi dire, il y a de quoi faire. On n'est pas là pour ça, on est là pour parler du roster, pas de leur coup de pouce. Par contre, si vous voulez, il y a Empire Oublié qui compulse vraiment tout très bien. Mieux même que tous les différents supports de Games Workshop. Du coup, je peux que vous recommander d'aller consulter Empire Oublié. Mais quand même, attendez-vous à revoir au cours de la saison probablement Nobla. Nobla, j'avais bien aimé avec les Orques Noirs la saison dernière en Star Player. Bon, du coup, une fois qu'on a dit tout ça, la tactique ogre, c'est quoi ? Bah, défoncer l'équipe adverse, par exemple. Simple, basique, pas vraiment garanti. Bah oui, on a toute l'équipe qui court à 5, hein, donc bien en dessous de la moyenne du jeu. On a de fortes chances de se faire déborder par les mouvements adverses. Du coup, si on peut faire 2-3 éliminations avant pour mieux lire les positions adverses, c'est pas mal. Puis bon, quand même pas dégueulasse le concept d'avoir 6 joueurs de force 5, hein, tous avec châtaigne. Ça peut calmer bien les ardeurs. Bon, encore faut-il, hein, bien sûr, que nos joueurs aient toute leur tête. Hein. Ajoutez à ça une grosse armure, un crâne épais pour rester le plus longtemps possible sur le terrain. Vraiment, on veut vraiment vider le terrain de nos adversaires et pas nous. Bon, par contre, bah voilà, les Gnoblar sont faibles, fragiles. Hein. C'est un fait, hein, mais voilà, on a quand même la possibilité de slalomer au travers des lignes adverses sur 2+. Hein. Ça de contrôler qui permet de s'assurer de bloquer les axes de passage, c'est cool. Et puis bon, ils ont quand même tous une compétence cachée, en l'occurrence crampons à bien acérer quoi. Bah ouais, hein. Ils sont aussi là pour faire le ménage, hein, et bah c'est sûr que voilà, dès qu'il y a un adversaire correct au sol, 15 000 le Gnoblar, même un 3/4 elfe à 60 000, on y va du crampon. Il y a des fortes chances. Parce que bon, bah une fois qu'il n'y a plus d'adversaire, c'est plus simple d'escorer. En attaque, il y a le mode de jeu type rouleau compresseur. Hein. On ramasse la balle à un Gnoblar, on le met bien au chaud derrière les copains qui font peur. Pour peu que l'équipe ait un petit peu progressé, on peut même se retrouver avec un porteur de balle force 5 avec blocage par exemple. Et puis plein de piliers autour de lui qu'on garde. Encore faut-il réussir à ramasser la balle avec un ogre. Je vous rappelle, une agilité de 4+. Et puis bon, bah, toutes les compétences que j'ai énumérées, on est bien d'accord, ça va pas être en début de saison. Hein. En défense, c'est la même stratégie. Hein. Simple, facile. Hein. Défoncer l'adversaire. Un grand coup de 3D, châtaigne d'ogre. Crampon de Gnoblar. Cela reste le lancer ou le botté de coéquipier hein, qui peuvent servir à ouvrir une cage adverse. Voire tuer un danseur de guerre, porteur de balles. On dirait on crachera pas dessus. Hein. On a également la possibilité d'aller blitzer le porteur de balle adverse avec des esquives 2+ de Gnoblar. Hein. On amène plein de Gnoblar un peu partout autour de l'adversaire. On peut que son porteur de balle soit positionné en bord de touche. Alors là, même le 3D contre... ça se tente, hein. À un moment, quand il faut y aller, 2+ les esquives, 3 des comptes pour mettre le porteur dans le public. Et puis, bah, bien entendu, on peut encore aussi marquer de notre côté avec des touchdowns volants, par exemple. Niveau progression d'équipe. Alors, qu'est-ce qui est possible dans cette équipe les Gnoblars ont accès aux compétences primaires d'agilité. Et puis c'est tout, hein. Le reste c'est tout du secondaire. Hein. Mais bon, vu l'expérience de vie de ce genre de joueur, hein, bah, moi je pense pas qu'il soit utile de leur mettre la moindre compétence. Ça va faire que gonfler ma valeur d'équipe. Autant avoir plus de coups de pouce ou en laisser moins pour mon adversaire. D'autres coachs ont tendance à vouloir leur mettre déloyal ou sournois pour aider toujours à dépeupler les rangs adverses. Hein. Après, pour les ogres, eux, ils ont accès aux compétences de force en compétences primaires. Du coup, idéalement, il y aura du garde et de stabilité qui va pulluler pour vraiment s'assurer la suprématie du jeu physique. Voire esquive en force, hein, histoire de rester mobile, ou bien aller blitzer un survivant qui cherche à s'échapper de la fête. Là. Pendant aller chercher en secondaire les compétences blocage, c'est quand même le top. Pro aussi, c'est cool. Ça permet par exemple de pouvoir relancer ces jets de cerf-volant hein, sans consommer les relances d'équipe.
Le punter, quant à lui, il peut accéder aux compétences de passe, en plus des compétences de force, dans son choix de compétences primaires. Ouais, bah oui, hein, c'est un lanceur, je vous rappelle. Hein. Donc, le plus souvent, on ira aller chercher le plus vite possible chef, hein, leader en première compétence, histoire de ramener une relance supplémentaire à l'équipe pour aider aux multiples jets de dés pour le bon fonctionnement de l'équipe. Alors après cette pas si rapide introduction au roster, penchons-nous maintenant sur ma composition d'équipe pour la rentrée de la saison prochaine. Dans le Pentu, nous démarrons avec un budget à 1 million de pièces d'or. Et moi avec ce trésor, j'ai fait le choix suivant. Un punter, 3 ogres, et puis les 10 gnoblards. Un apothicaire, 3 relances. Du coup, il me reste 25 000 en trésorerie. Seulement 4 joueurs de force 5 pour débuter la saison. Ça va être chaud. Il y avait la possibilité d'en mettre un 5e. 14 joueurs tout de même. J'ai fait le choix de financer plus de relances et un apothicaire plutôt que le 5e ogre. L'apothicaire, ça va m'aider à garder en vie mes hommes forts plus longtemps. Et puis les 3 relances, c'est pouvoir relancer en fin de match, mais lancer le minus ou les botter, pour pouvoir remporter mon match ou peut-être ne pas le perdre. Et puis du coup, par la même occasion, gagner un peu plus d'or pour l'évolution future de l'équipe. Je prends tout de suite le punter pour aller chercher la relance de chef au plus vite. Comme dit précédemment, les gnoblards, ils n'entrent pas dans le calcul de la valeur d'équipe. Du coup, là, dans l'état actuel des choses, je débute la saison avec une valeur actuelle d'équipe globale. On est à 825 000. Donc, de quoi s'assurer des coups de pouce pour permettre l'enrôlement de star player en attendant d'avoir le maximum d'ogres autorisés dans l'équipe. Et donc, de potentiellement avoir dans mes rangs un bon joueur de balle ou bien même un sorcier. Pour autrement augmenter mes chances de faire déjouer mes adversaires. Par contre, pour avoir mes 6 ogres, va falloir quand même trouver 280 000 pièces d'or, ce qui est quand même loin d'être fait. Niveau développement de l'équipe, les gnoblards ne prendront aucune compétence de la saison. Je pense m'y tenir. Il s'agit de joueurs bien trop fragiles à mes yeux, dont le coût de leurs compétences rentrera en compte dans ma valeur d'équipe. Alors autant les laisser libres de mourir et agresser joyeusement. Le punter aura pour objectif de rapidement choper ses 6 points de star player pour gagner sa compétence chef. Les bloqueurs, quant à eux, seront en recherche des 12 points de star player si c'est possible. 3 MVP, quelques sorties, ça peut le faire. Ça peut se faire plus vite qu'on croit avec la châtaigne. Pour choisir la secondaire, le blocage, faut aller chercher du blocage. Il me faut au moins un bloc pour faire le blitzer. Si j'en ai 2, tant mieux. Et puis par la suite, ça va être des gardes, des stabilités, des esquives en force. L'équipe est longue et lente à faire progresser quand ça veut pas. La saison régulière ne dure que 9 journées dans nos montagnes. À présent, on va prendre un peu de temps pour parler de ligue, tant qu'à faire. Parce que, au moment où j'enregistre ces images, les inscriptions de la ligue Dredans le Pentu ne sont pas encore clôturées. Et le calendrier des matchs n'est pas encore disponible. Donc, dans notre ligue, nous jouons à un rythme d'un match par mois, de septembre à mai. Donc, 9 adversaires désignés aléatoirement parmi tous les inscrits. Je ne serai donc pas spécialement amené à affronter toutes les franchises. Et uniquement les 9 de mon calendrier. Et donc, potentiellement, des joueurs différents de la saison dernière. À cela s'ajoutent les playoffs de fin de saison pour ceux qui intégreront ces places qualificatives. Et avec ce roster et mon expérience de ce roster, c'est loin d'être gagné. Après, si par malheur, t'es pas de chez nous. Mais si jouer sur un plateau au sein d'une ligue, ça te dit, faut y aller, n'hésite pas. Il y a des ligues, des regroupements de joueurs partout en France et ailleurs. L'ambiance, c'est toujours de la balle. Même si, une ouverture d'esprit second degré, c'est quand même bienvenu. Même des fois, dans certaines ligues, à ce que j'ai compris, avoir une ouverture d'esprit au 14e degré, ça peut aider. Tu peux effectuer bien sûr des recherches sur les réseaux sociaux où il y a beaucoup de clubs ou associations qui sont présents. Il existe des forums de discussion tels que France Football et où là, une communauté plus que bienveillante t'attend.
Comme dit précédemment, n'hésite pas à poser tes questions dans les commentaires où il y aura toujours une réponse. Voilà, je pense avoir plus ou moins fait le tour du roster, ses forces, ses faiblesses. J'en ai probablement oublié. J'espère le roster visuellement assez identifiable pour être mis en image au cours de la saison. Quant à la stratégie, c'est vraiment pas un roster simple et que j'ai vraiment très peu d'expérience avec ce roster. Je ne suis vraiment pas sûr d'arriver jusqu'en finale comme ça a été le cas lors des saisons précédentes, voire ne serait-ce qu'en playoff. Ça va être tendu, mais on va tout faire pour quand même. Sur cette équipe, je vous souhaite une bonne saison si c'est le cas. Et j'en profite également pour souhaiter une bonne saison à tous les membres de la Ligue Dre dans le Pentu. À remercier aussi Rune, Pilaf et Mister Durden qui m'ont corrigé sur mes doutes concernant les points de règle concernant les ogres. Donc merci à vous les potos. Sur ce, Arvip!